Mesdames, messieurs, dames. Ben oui, viens ici. On vient ici, non? OK. On peut pas monter ça. Alors, allons-y avec notre 6e séance, ma foi, d'information du public dans le cadre du mandat reçu par l'Office de consultation publique sur le plan de développement de Montréal. Bonjour, je m'appelle Louise Roy, je suis présidente de l'Office de consultation publique. Et pour le bénéfice de ceux qui se joignent à nous aujourd'hui, qui n'étaient pas là ce matin ou dans les journées précédentes, je vais vous présenter mes collègues qui sont membres de la commission. Jean Burton préside la commission. Jean est biologiste, c'est un spécialiste des grands exercices de planification et des questions environnementales. Il est à l'Office depuis plusieurs années et a eu l'occasion de présider plusieurs grandes consultations publiques. Il est accompagné d'Irène Cinq-Mars. Irène est architecte du paysage. Elle a assumé la fonction de vice-rectrice aux études de l'Université de Montréal pendant plusieurs années et elle a été doyenne de la faculté d'aménagement de l'Université de Montréal. Alain Duhamel est journaliste. Il a fait une longue carrière dans le journalisme et aussi dans le journalisme d'affaires. Il était journaliste au Devoir, au Droit et il contribue assez régulièrement au journal Les Affaires. Il est diplômé en sciences politiques de l'Université d'Ottawa et aussi de l'Université Saint-Paul en communication. Pour ceux, encore une fois, qui se joignent à nous, on est en pleine première partie de consultation publique, première phase de consultation publique, donc celle qui est destinée à permettre à la fois aux citoyens, aux commissaires aussi, de partager de l'information, d'acquérir de l'information sur les différents enjeux soulevés par le document qui est à l'étude. Et le document qui est à l'étude, c'est le plan de développement de Montréal. Alors donc, on est en phase d'acquisition d'informations pour faire en sorte qu'au moment où démarrera la phase d'audition des opinions, c'est-à-dire à compter du 4 septembre, les gens puissent avoir eu l'occasion de confectionner des mémoires et des prises de position qui soient les plus éclairées possibles. J'en profite pour vous présenter aussi les répondants de la Ville de Montréal qui sont ici aujourd'hui avec nous pour répondre aux questions ou interagir avec les panélistes. Monsieur Claude Carrette est directeur des transports à la Ville de Montréal. Vous voulez bien nous présenter votre collègue? Oui, je suis accompagné dans le fond de Stéphane Brice, également membre de notre direction des transports. Bon, alors merci. 2 mots pour vous présenter le thème, puis ensuite j'aurai l'occasion de vous présenter le conférencier et le panel. Donc, on aborde aujourd'hui le 2e volet du thème de la journée qui porte sur la gestion intégrée du transport des marchandises. Comme le rappelle le plan de développement de Montréal, Montréal est reconnu comme une plaque tournante importante du transport des marchandises à l'échelle continentale. C'est donc dire que cette industrie joue un rôle majeur dans l'économie de notre ville. Par exemple, le plan soutient que 80% des mouvements quotidiens de camions à l'échelle de la région de Montréal ont l'île de Montréal pour origine ou pour destination. Cette confluence des réseaux d'infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires et portuaires constitue donc une force économique dont il faut profiter. Le plan de développement de Montréal propose une approche visant à mieux coordonner l'intermodalité du transport des marchandises par camion, par train, par bateau ou par avion, et de le faire tout en tentant d'amoindrir les nuisances générées par les transports des marchandises en zone résidentielle. De plus, le plan propose de compléter le pôle logistique déjà présent autour de l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau par un second centre logistique qui pourrait être établi en collaboration avec le port autour du secteur du boulevard de l'Assomption dans l'est de Montréal. La question du transport des marchandises nous renvoie donc à 2 enjeux qu'il faudra tenter de réconcilier. D'une part, comment accroître l'efficacité du transport des marchandises sur le territoire de la ville par le biais d'une gestion intégrée des divers modes de transport, mais aussi, d'autre part, comment faciliter la cohabitation de ce secteur économique fort important avec le milieu urbain dans lequel il évolue et qui se développe. C'est donc
ce que notre conférencier et nos panélistes vont aborder. Et avant de vous les présenter, je voudrais saluer les Montréalais et les Montréalaises qui nous suivent sur Internet. Ce matin, les chiffres de ce matin nous indiquent qu'il y avait 323 personnes qui, sur Internet, nous ont suivis et qui avaient une durée d'écoute en moyenne d'une demi-heure et qui, par la suite, se sont mis à interagir entre eux. Donc, on fait le débat avec vous qui êtes avec nous dans la salle, mais il y a toute une audience un auditoire, qui est quelque part, il flotte dans les airs et sur les ondes et qui nous suit. Maintenant, permettez-moi de vous présenter nos panélistes. M. Bernard Gendron, qui est ici et qui sera notre conférencier d'ouverture, est le directeur du Centre interuniversitaire de recherche, réseau d'entreprises, logistique et transport de l'Université de Montréal. Ensuite, nous avons avec nous aussi M. Sean Finn. M. Sean Finn est vice-président exécutif, service corporatif et chef de la direction des affaires juridiques au Canadien national. M. Daniel Dagenet, est-ce qu'il est là, M. Dagenet? Oui, M. Daniel Dagenet, directeur opération au Port de Montréal. M. Henri-Paul Martel, qui est vice-président planification, ingénierie, construction à Aéroport de Montréal. Et M. Claude Comtois, qui est professeur titulaire au département de géographie de l'Université de Montréal, lui aussi membre du CIRELT. Donc, bon Dieu, ces acronymes-là. Donc, le Centre interuniversitaire de recherche. Je vous avoue qu'à l'Office, on est très content de la brochette de panélistes qui est avec nous aujourd'hui. C'est assez rare qu'on ait l'occasion de discuter de questions de transport avec les représentants des grandes entreprises de transport des marchandises à Montréal. Alors, merci, M. Lessard. Où est-ce qu'il est, M. Lessard? Il vient d'arriver. Bonjour, M. Lessard. Alors, nous avons aussi avec nous M. Jean-Robert Lessard, qui est du groupe Robert et qui est donc là pour représenter le transport par camion. Vous pouvez vous approcher, M. Lessard. Venez vous asseoir avec nous en avant. Donc, on va entendre maintenant M. Gendron, qui va nous faire le tour des questions d'intermodalité. Alors, bonjour tout le monde. Il me fait plaisir d'être ici. Donc, je remercie l'Office de l'invitation qui m'est donnée de discuter avec vous de transport de marchandises et de logistique. Alors, mon rôle à moi, en fait, c'est essentiellement de vous parler de réseaux de transport de marchandises, de logistique et des concepts d'intégration, en fait, entre les modes de transport, mais également à l'échelle de la ville. Donc, mon but ici, c'est plutôt de donner le ton des discussions qui vont suivre, plutôt que d'aller dans les détails du plan de développement de Montréal. Et je vais évidemment, par le fait même, parler des forces de Montréal dans le domaine. Donc, ça a déjà été mentionné, je vais en mentionner d'autres. Alors, comme ça a été mentionné, je suis directeur du CIRELT, donc Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprises, la logistique et le transport. Et je suis professeur à l'Université de Montréal au département d'informatique et de recherche opérationnelle. Donc, je vais parler tout à l'heure du CIRELT à la fin de mon exposé. Je vais me garder quand même une couple de minutes là, pour en parler. Mais je vais entrer d'emblée là, dans le vif du sujet. Donc, je vais vous parler d'intégration dans le transport urbain de marchandises et je vais vous parler aussi d'innovation. Alors d'abord, pour ce qui est de la question fondamentale des villes et du transport de marchandises, alors d'abord, il y a un constat de base. Les villes ne peuvent pas survivre sans transport de marchandises. On ne parle même pas de développement, on parle de survie. On ne peut pas se nourrir sans transport de marchandises en ville et on mourrait dans nos déchets, entre autres. Mais il y a plein d'autres choses que vous pouvez imaginer. Alors ici, l'énoncé suivant est décrit sous une forme un peu négative, mais en fait, le développement des villes passe par le transport de marchandises. Donc la survie, mais aussi le développement.
Alors souvent, l'habitant des villes voit d'abord les côtés négatifs et il prend les côtés positifs pour des acquis. Alors les côtés négatifs, on les connaît, la pollution, le bruit, détérioration de la qualité de vie, ainsi de suite. Alors d'où l'enjeu de la cohabitation dans les villes entre le transport de marchandises et la vie des citoyens. Et cet enjeu-là va être abordé, je crois, abondamment cet après-midi. Évidemment, la solution est simple. Il faut concilier le développement durable des villes et du transport de marchandises. Simple, pas tout à fait. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par développement durable? Bon, c'est 3 pôles. On sait ce que c'est. D'abord, l'efficacité économique. Alors, notamment, ça veut dire que les entreprises doivent faire du profit. Hein? Ça veut dire aussi des infrastructures de transport qui facilitent la mobilité et l'accessibilité, notamment. Le deuxième pôle, c'est le bien-être de la société. Donc, on pense à la sécurité, la sûreté, les enjeux liés à la santé et le respect de l'environnement. Donc, on pense tout naturellement à la réduction des polluants, du bruit, des nuisances pour l'environnement. Alors, le défi, c'est d'assurer le développement sur ces 3 pôles, économique, social, environnemental, et le faire d'une manière durable, c'est-à-dire qu'il soit équitable entre les générations. Alors, encore là, question, comment on réalise ce vaste programme? Il faut prendre en compte ici qu'on a plusieurs parties prenantes, et chaque partie prenante a des objectifs qui ne sont pas faciles à concilier. Alors, si on regarde en transport de marchandises, les parties prenantes sont multiples. Alors, évidemment, les producteurs, les expéditeurs, il y a les transporteurs de tous les modes, il y a les fournisseurs de services logistiques, il y a les pouvoirs publics, évidemment. On est ici dans un exercice de consultation publique, et il y a tout le monde, les citoyens en tant que responsables de leur environnement, mais aussi en tant que consommateurs. Et parfois, les besoins des uns et des autres au sein d'une même personne sont parfois en contradiction. Hein? Donc, chaque personne, chaque citoyen doit concilier ses propres objectifs. Alors, pour les entreprises, évidemment, la réduction des coûts et l'augmentation des profits est super importante. La réduction des temps de transport, de manière générale, pour tout le monde, les entreprises, les citoyens, la réduction de la congestion, réduction de la pollution, l'amélioration de la sécurité, ces choses-là ne vont pas de soi dans le même sens. Hein? Il y a des compromis, il y a des conciliations à faire. Mais il faut être conscient des objectifs de chaque partie prenante. Alors, toutes ces parties prenantes et leurs objectifs multiples et parfois contradictoires posent la question de l'intégration du transport de marchandises au sein des villes et des multiples parties prenantes, des multiples acteurs. Alors, je vais maintenant me concentrer sur la question de l'intégration, parce que ce mot-là cache plusieurs réalités. Alors, d'abord, il faut voir qu'on parle d'intégration au sein de réseaux de transport. Hein? Donc, premier élément, qu'est-ce qu'on entend par l'intégration? Il y a au moins 3 formes possibles d'intégration qui sont en lien avec les réseaux de transport. Alors, d'abord, il y a l'intégration au niveau spatial. Donc, le territoire est à l'échelle des quartiers, des villes, des régions avoisinantes, du pays et du monde. Donc, il faut avoir conscience de l'intégration des réseaux locaux, hein, des quartiers et des villes à l'intérieur d'un grand ensemble continental et mondial. Alors, il y a de l'intégration au niveau temporel. Alors, ici, on fait un exercice de planification à long terme. Il faut que ça soit ancré sur le quotidien, le temps réel, les opérations des transporteurs et les besoins des citoyens chaque jour. Et finalement, il y a l'intégration décisionnelle. Et ici, on parle des multiples parties prenantes qui ont des objectifs parfois contradictoires. Et là, ce qu'on essaye de faire, c'est de favoriser la coopération pour qu'on arrive à concilier les différents objectifs. Alors, tout ça, c'est ce qu'on retrouve au niveau des réseaux de transport. Alors maintenant, si on pense au transport de marchandises, il s'intègre dans un ensemble d'activités plus vastes qu'on appelle souvent sous le terme général de logistique. Alors, la logistique, c'est la gestion des flux de marchandises, mais aussi d'information. Hein, on va voir ça tout à l'heure, je vais préciser ce qu'on entend.
Entre les fournisseurs, donc il y a des matières premières qui sont transformées, ensuite qui sont envoyées éventuellement à des clients, qui sont des détaillants, et ensuite le citoyen achète. Alors tout ça, il y a une gestion des flux de marchandises. Ça inclut de la production, de l'assemblage, de l'entreposage et beaucoup de transport. Alors, transport entre les points d'approvisionnement, les usines, les centres de distribution, les clients. Alors, les concepts de logistique sont quand même très vieux. Hein? La gestion de la chaîne d'approvisionnement, ça a aussi un passé glorieux. En fait, on peut parler d'un essor dans les années 70, 80, 90. Mais la clé de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, c'est l'intégration de toutes les activités logistiques au sein d'une même entreprise, hein, et par extension, au sein de plusieurs entreprises qui s'organisent en réseau. Et là, on parle de réseau d'entreprises. Alors souvent, il y a d'autres termes pour désigner les réseaux d'entreprises. On appelle ça parfois des réseaux de création de valeur. Alors l'idée de la création de valeur, c'est des entreprises qui s'associent pour générer des produits à valeur ajoutée. Et donc, il y a une organisation qui est à l'échelle de plusieurs entreprises. Au sein des activités logistiques, les entreprises vont s'organiser en pôles. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs services logistiques qui vont être à proximité et les entreprises vont bénéficier, en fait, de plusieurs services logistiques. Alors, si on regarde sur un schéma, là, cette notion de logistique et de gestion de chaîne d'approvisionnement, alors, ce que vous avez en haut, essentiellement, c'est, ici, vous avez en fait une notion conventionnelle de la chaîne d'approvisionnement, où en fait, il y a un découplage entre la production des matières premières, ensuite la transformation, et finalement, le dernier bout de la chaîne, qui est vraiment la distribution vers les clients. Et là, la vision traditionnelle, ben, il fallait se garder un buffer, hein, soit de matières premières, soit de produits finis pour répondre à la demande aux usines ou à la demande des clients. Donc, ce sont des centres où on garde l'inventaire. Alors, dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, déjà, il y a un changement qui a été introduit essentiellement dans les années 80 et après, qui est le just-in-time, où là, effectivement, on essaie de réagir en juste à temps et de réduire ou même d'éliminer les inventaires, la gestion des inventaires. Alors, comment on y arrive? Bien, en fait, la grande différence entre le schéma du haut et le schéma du bas, les flèches pointillées qui partent des clients et qui vont graduellement le long de la chaîne vers les produits manufacturiers et ensuite vers les produits initiaux, les matières premières, bien, en fait, ce sont des flux d'informations. Donc, on va aller chercher l'information de la demande des clients pour influencer, en fait, la collecte des matières premières. Donc là, on relie, on intègre toute la chaîne. Okay? Alors, on dit qu'à ce moment-là, la chaîne d'approvisionnement est dirigée par la demande finale au client. Alors, un des points essentiels, c'est la réduction de l'inventaire, les flux d'informations qui permettent de diriger finalement à partir de la demande des clients. Et un autre point important, ce sont les fameux centres de distribution. Alors, les centres de distribution permettent justement de coordonner tous les chargements qui arrivent de la production aux usines et finalement d'optimiser les transports, la distribution finale vers le client. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la consolidation des chargements. Je vais y revenir, c'est un concept fondamental en logistique et c'est grâce au centre de distribution qu'on arrive à faire ça. Alors, il y a plusieurs éléments là-dedans, mais c'est vraiment, à partir des années 80, il y a vraiment une révolution dans les pratiques. Et ça va mener au réseau d'entreprises, au pôle logistique, etc., à partir de cette vision. Alors, ce qui est important de voir ici, c'est que la chaîne est représentée de manière simplifiée. On regarde uniquement les niveaux de la chaîne. La réalité, c'est que vous avez des réseaux à chaque niveau. Hein? Donc, vous avez plusieurs usines, vous avez un très, très grand nombre de clients, très souvent,
Et vous avez à localiser, par exemple, des centres de distribution qui vont correspondre, par exemple, aux localisations des fameux pôles logistiques. Alors, ces réseaux-là sont à l'échelle de chaque entreprise. Donc, chaque entreprise a son réseau à gérer. Et ensuite, quand elle coordonne avec d'autres entreprises en réseau d'entreprises, vous avez à ce moment-là des réseaux de réseaux. Donc, vous voyez que ça devient rapidement complexe. Alors, transport de marchandises, ça s'intègre dans la logistique. Okay? Et ça s'intègre aussi, bien sûr, dans les modes de transport variés. Donc, l'intermodalité, c'est une autre forme d'intégration au niveau du transport des marchandises. Alors, évidemment, la définition classique, c'est qu'on fait un seul trajet et on utilise plusieurs modes pour amener une marchandise du point A au point B. Alors, la révolution, elle est encore plus vieille que la révolution de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, c'est la conteneurisation. Alors, les conteneurs qui ont été introduits dans les années 50-60 et qui deviennent de plus en plus importants, c'est ce qui permet le transport des marchandises par plusieurs modes sans avoir à charger, décharger les marchandises elles-mêmes. On ne fait que manipuler les conteneurs. Alors, évidemment, il y a les fameuses plateformes intermodales qui sont justement les sites où les marchandises sont transférées d'un mode à un autre. Donc, on parle des gares ferroviaires, des ports, des aéroports. Alors ici, j'ai emprunté un schéma à mon ami géographe, Claude Comtois, qui va vous parler tout à l'heure. On voit ici une carte des plateformes intermodales en Amérique du Nord. Et on peut voir en fait la situation de Montréal. Je vais avoir une autre carte là, pour clarifier un peu. Ça vous donne une idée de la valeur en dollars là, du transit de marchandises par les différentes plateformes intermodales. Alors, il y en a qui sont bien sûr reliées d'abord à des ports, il y en a d'autres à des gares ferroviaires, mais vous avez un peu le portrait là, des plateformes intermodales à travers l'Amérique du Nord. Si on focus un peu plus sur le transport de conteneurs au port de Montréal, et en particulier ici, l'intermodalité, le transport intermodal. Donc, on voit ici, en fonction de la destination et du mode, ce qui passe par le port de Montréal. Donc, vous voyez qu'une grande partie va au Québec par camionnage. Ensuite, il y a une autre partie qui va en Ontario, dans l'Ouest canadien, par la voie ferrée. Et il y en a une autre partie qui va par le Midwest. Alors, le représentant du CN va nous en parler tout à l'heure, mais vous le voyez déjà sur la carte, on peut deviner le réseau ferroviaire du CN. Alors ici, vous voyez également l'importance avec les boules bleues, là, si vous voulez. Alors ça, c'est le trafic, c'est une mesure du nombre de conteneurs qui transitent. Alors ici, on ne parle pas vraiment de dollars, mais bon, c'est corrélé. Et vous voyez, sur la côte Est, il y a beaucoup de trafic de conteneurs, New York évidemment, mais il y a aussi beaucoup d'autres ports. Là, hein? Donc vous voyez que Montréal est quand même bien positionné, mais la compétition est très forte là, sur la côte Est et il y a certains ports où le trafic augmente là, très très vite. Alors maintenant, je vais vous parler encore davantage de logistique. Okay? Donc, on a vu que le transport de marchandises, c'est un des éléments essentiels de la logistique. L'intermodalité, c'est un élément essentiel de l'intégration. Est-ce qu'on peut aller plus loin et est-ce qu'on peut revenir à la question des villes et du transport de marchandises? Alors, il y a des chercheurs, en fait, évidemment, qui s'intéressent à la question et il y a eu des modèles intéressants qui ont été proposés à partir des années 90. Alors, en anglais, ça s'appelle City Logistics, en français, logistique urbaine. Alors, essentiellement, ce sont des modèles de logistique qui ont été conçus d'abord au Japon, fin des années 90, par le professeur Taniguchi, et qui se répandent, en fait, au Japon et en Europe depuis ce temps-là. Alors, les concepts, en fait, étaient déjà dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement et la logistique. C'est la coordination entre les expéditeurs, les transporteurs et les pouvoirs publics, et la fameuse consolidation des chargements, qui est partout là, dans toutes les activités de transport dans la logistique. Alors,
ce concept-là est né d'abord du besoin d'acheminer correctement les marchandises dans des villes très denses, hein, où les accès ne sont pas faciles. Alors évidemment, au Japon, on est dans ce cas-là. Beaucoup de villes en Europe, on est effectivement dans ce cas-là, avec aussi des contraintes, parce qu'il y a des centres historiques, les accès doivent être limités. Mais ce qui est intéressant et ce qui peut nous inspirer tous, c'est qu'il y a derrière les concepts de logistique urbaine une vision réseau du transport de marchandises où on essaie d'intégrer explicitement le réseau de transport de marchandises comme un système public. Hein? Bien sûr, les acteurs sont privés, hein, puis les entreprises font des profits, puis ça ne changera pas. Mais sauf que les pouvoirs publics ont un rôle pour coordonner, pour planifier, pour financer, hein, donc aider même les acteurs privés, et faire de la réglementation qui soit juste pour tous les acteurs privés. Alors, on concilie en fait le rôle du réseau de transport et des pouvoirs publics avec le développement économique, donc la compétitivité et la profitabilité des entreprises. Alors, ça, c'est la vision qui est intéressante, dont on peut s'inspirer. Je vous donne un exemple de logistique urbaine. Qu'est-ce que ça a l'air dans la pratique? Comment c'est appliqué? Alors, vous voyez ici, donc la grosse boule, c'est un centre-ville. Et on peut imaginer qu'en périphérie, il y a les zones périurbaines. Et là, on aura ce qu'on appelle un système à 2 niveaux, où on aura des plateformes et des satellites. Alors, les plateformes sont en zone urbaine. Ce sont, par exemple, des espaces dédiés, des espaces de stationnement, parfois qui existent déjà. Donc, on utilise ce qui existe déjà. Les satellites, ce sont encore là, on peut utiliser ce qui existe déjà, mais ça peut être également des centres logistiques. Alors, les satellites sont souvent en zone périurbaine. Et donc, on a le transport qui se fait à l'international, aérien, ferroviaire et par bateau. On a la grande distribution sur les autoroutes et ensuite, on a de la distribution en zone périurbaine, typiquement sur des camions de plus petite taille. Et ensuite, quand on arrive au centre-ville, là, on va utiliser des véhicules encore plus petits, hein, parce que les accès sont limités. Et ces véhicules-là, on va optimiser les transports, en fait, de ces véhicules. Et l'idée, effectivement, c'est de garder l'efficacité des entreprises, donc on optimise les transports, mais en même temps de répondre aux impératifs de cohabitation avec les habitants du centre-ville et les contraintes historiques, etc. Alors, les véhicules, évidemment, ça peut être des petits camions, comme on voit ici, mais j'ai déjà vu d'autres applications où les véhicules, c'est autre chose. Par exemple, à Paris, il y a projet pilote de logistique urbaine, on utilise des bateaux sur la Seine. Donc, tout est possible. Alors, évidemment, cette réalité est adaptée au contexte européen, contexte japonais. En contexte nord-américain, c'est un peu différent, mais j'ai vu des exemples à New York, où on commence à faire des choses semblables pour assurer le transport de marchandises. Parce qu'il y a une congestion monstre. Et une façon d'assurer le transport, c'est d'avoir des véhicules qui soient plus flexibles et qui puissent assurer la livraison finale. Alors ça, c'est la logistique urbaine. Là, je vais vous amener encore plus dans l'innovation et le futur. Je vais vous parler d'un concept qui est relativement nouveau. Ce n'est pas implanté, on est à l'état de simulation, mais on est ici pour brasser des idées. Alors, c'est ce qu'on appelle l'Internet physique. Alors, un synonyme de ça, c'est la logistique interconnectée. C'est une vision futuriste. Il n'y a pas de réalisation encore, mais par contre, il y a beaucoup de projets de recherche et il y a des grandes compagnies qui mettent de l'argent. Donc, il y a des très, très grandes compagnies qui ont beaucoup d'argent et qui en mettent dans des projets sur l'Internet physique. Alors, l'objectif, c'est de transposer les principes de l'Internet, donc des réseaux d'information, au transport de marchandises. Alors, si on pense à l'Internet, quand vous envoyez un message de votre ordinateur, vous êtes branché sur le réseau, vous voulez envoyer ça au destinataire. Vous ne savez pas où le message va passer, mais vous savez qu'éventuellement, il va se rendre.
Donc, il va emprunter le réseau et il va se rendre à la destination finale. Alors, l'idée, en quelque sorte, c'est de faire la même chose avec le transport de marchandises, c'est de rendre le réseau de transport de marchandises transparent à l'usager. Hein? J'ai une marchandise que je vais acheminer de A à B, bien, dans le fond, arrangez-vous là, avec le réseau de transport. Moi, je veux que ça se rende à bon port. Et voilà. C'est facile comme idée, là, mais évidemment, on est loin de là dans la réalisation. Mais l'idée, évidemment, c'est de mutualiser le transport. C'est d'aller plus loin, finalement, dans les concepts d'intermodalité, d'intégration, et de mutualiser l'entreposage. Déjà, on a un peu ça hein, dans le concept des réseaux d'entreprises et puis des pôles logistiques. Et un autre élément, c'est d'utiliser des conteneurs modulaires. Alors, c'est de faire en sorte qu'il y ait des conteneurs de différentes tailles et des conteneurs qui rentrent dans d'autres conteneurs. Donc, ça permet de sortir des conteneurs et de les mettre ailleurs. Donc, l'idée, encore là, c'est d'aller bénéficier au maximum de la consolidation des chargements, hein, de ne pas être limité par les tailles de conteneurs actuels. Alors, c'est une vision futuriste. Il y a un site web là, qui l'accompagne. Il y a un chercheur du CIREL qui travaille là-dedans. C'est Benoît Montreuil à l'Université Laval. Alors, juste pour vous donner l'eau à la bouche, j'ai pris une simulation d'un travail qui a été fait l'an dernier. Alors, vous voyez les flux actuels de transport là, en France. Alors, vous voyez que c'est très dense. Il y a beaucoup de transports qui s'effectuent. Alors, si on arrive à mutualiser puis à consolider les chargements, bien, on réduit énormément les flux. Alors, ça demande une réorganisation, il faut que les entreprises fassent les choses en commun, etc. Mais c'est faisable et ça réduit le nombre de routes également sur lesquelles le transport de marchandises se fait. Alors, les simulations qui ont été effectuées, ça donne 26 % de réduction dans les coûts et ça donne 60 % de réduction de gaz à effet de serre. Donc, c'est intéressant. Et il y a un intérêt pour les entreprises parce que si, au fil du temps, les concepts se développent, bien, les entreprises vont trouver à faire du profit avec ça. Alors, les derniers exemples, logistique urbaine, même la gestion de la chaîne d'approvisionnement, l'intermodalité, l'Internet physique, tout ça, c'est des exemples d'innovation. Il y a de la recherche, il y a des idées, et puis ça devient réalité. Dans les réseaux de transport, je dirais qu'il y a 3 grands piliers de l'innovation. Alors, je parle des réseaux. Donc, je ne parle pas des véhicules et des technologies de véhicules. Là, encore là, il y a plein d'innovations. Hein? Les modes de propulsion, les améliorations mécaniques, ça, c'est autre chose. Donc, je vous parle de réseaux et de logistique. D'abord, il y a les connaissances de base sur le territoire, sur la demande. Hein? L'activité de transport, elle vient de la demande. Les mesures de performance. Hein? Donc, des spécialistes en géographie comme Claude Comtois, ils sont spécialistes mondiaux dans ce domaine-là. Le territoire, les mesures de performance. Alors, ça, c'est une base importante. La deuxième, c'est le développement des systèmes d'information. Alors, ici, on va se servir de capteurs. On parle des systèmes de transport intelligents. Et ça se développe là, dans le transport de marchandises. Ça pousse. Troisième élément que souvent les gens cachent dans les systèmes d'information, c'est les outils d'aide à la décision. Capter bien des données, c'est bien. Hein, ça nous donne un diagnostic de plein de choses. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les données? Alors, ce qu'on fait avec les données, on va faire des prévisions. Alors ici, on parle des sciences comme la recherche opérationnelle. On va utiliser de l'optimisation, de la simulation, la statistique. Et ça permet aux gens de s'orienter, de prendre des décisions en fonction de ressources limitées et en fonction des réalités du réseau. Alors tout ça, c'est gros. Hein? Les systèmes d'information, ça nous pousse. Hein? Ça pousse tout le monde. Les entreprises le savent, là, mais ça ne va pas s'arrêter. Là. Ça augmente là, de manière exponentielle. On parle de la science des données, data science. On parle de big data. Alors, il y a de plus en plus de données. Et les outils d'aide à la décision vont devenir de plus en plus importants. C'est vrai dans les systèmes d'information, c'est vrai dans les transports de marchandises. Je vous donne un exemple de système d'information qui boom actuellement, c'est les Port Community Systems. Alors, c'est des plateformes d'échange sécuritaire d'informations entre les parties prenantes, publiques et privées. Donc, les gens échangent d'informations pour que le système portuaire fonctionne mieux, qu'il soit plus efficace, pour qu'il y ait moins de congestion.
Alors, ça va des représentants en douane aux autorités municipales, portuaires, les entreprises, les gestionnaires de terminaux. Ils partagent les données, mais de manière sécuritaire. Et ça baume en Europe. C'est très, très fort. Il y a des gros joueurs là-dedans. Il y a des gros joueurs dans les systèmes d'information. Donc, c'est quelque chose qui va se développer chez nous très, très vite. Alors, je termine avec une note, en fait, je pense très positive pour Montréal. Donc, Montréal est une plaque tournante en logistique et transport. On n'a peut-être pas le plus gros volume et tout ça, sauf qu'on a tous les modes interconnectés et on a beaucoup de savoir, on a beaucoup d'entreprises, on a beaucoup de gens qui s'impliquent dans le domaine. Et ça a pris la forme de la grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, Cargo Montréal, qui a vu le jour l'an dernier. Donc, c'est tout nouveau. Et c'est de l'intégration en action. Alors, il y a des gens là, autour de la table qui ne se parlaient pas ou peu. Tout le monde se parle. Les différents modes, les fournisseurs de services logistiques, les administrations portuaires, aéroportuaires, tout le monde est là. Évidemment, les gouvernements sont là. Ils participent au financement, ils participent activement à nos discussions. Et les universités sont là aussi. Alors, pour nous, au CIRELT, c'est, je dirais, de l'or en barre d'avoir tout le monde avec nous. Alors, le CIRELT, c'est un centre qui est né officiellement en 2006, mais qui est déjà un des plus grands centres de recherche universitaire dans le domaine des réseaux logistiques et de transport. Dans certains domaines, on a plusieurs disciplines. On a des géographes, des économistes, des gens en informatique, en recherche opérationnelle. Dans certaines disciplines, on est numéro 1, 2 ou 3 dans le monde. Donc, il y a toute une expertise. C'est vrai en recherche opérationnelle, où on est au sommet avec Georgia Tech et MIT. Donc, l'expertise est là, et l'expertise est multidisciplinaire, et on collabore entre nous. On collabore tellement que c'est un centre interuniversitaire, c'est-à-dire que ce n'est pas juste l'Université de Montréal, c'est aussi HEC Poly sur le campus Montréal, Laval, UQAM et bientôt Concordia, McGill, ETS. Donc tout ce qui se fait dans les réseaux logistiques et de transport au Québec est regroupé au CIRELT. Alors, ça nous donne une force majeure et donc ça contribue à faire de Montréal une plaque tournante dans le domaine. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Gendron. Alors, écoutez, on a une quinzaine de minutes de questions possibles avec M. Gendron. S'il y en a qui veulent s'avancer pour poser des questions, il y a un micro ici, à ma droite et à ma gauche. Allez, madame, on va prendre la première question chez vous, puis ensuite j'en ai une pendant que peut-être quelqu'un d'autre va s'avancer. Vous voulez vous identifier, s'il vous plaît? Certainement. Bonjour, Fédia Goto. Moi, je travaille pour la table de développement social de la Chine. Et je me posais la question à savoir, au niveau de la grappe, vous disiez, tous les partenaires sont présents, etc. Qui représente la qualité de vie des citoyens dans ces échanges-là? Alors, c'est une excellente question. Alors, il faut voir que Cargo Montréal, c'est un organisme ouvert. Alors, présentement, la composition de l'organisme, c'est d'aller chercher les acteurs du privé, essentiellement, qui travaillent en logistique et en transport. Si vous regardez, en fait, les grappes industrielles là, qui sont nées dans les dernières années à Montréal, c'est le même modèle. Cependant, c'est un organisme ouvert. Donc, et qui représente vraiment des intérêts variés. Donc le citoyen, de manière générale, est le bienvenu dans les événements, les échanges publics qui vont mettre en vedette la grappe. Donc, alors qu'il y ait éventuellement une participation plus active, je pense que ce serait souhaitable. Mais, si vous voulez, c'est le modèle des grappes industrielles. Hein. On prend les acteurs principaux, on veut surtout les acteurs du privé. Et déjà, le fait qu'ils s'organisent, c'est déjà beaucoup. C'est positif pour Montréal. C'est positif pour tous les habitants. Parce que ces gens-là, a priori, ils ne s'entendent pas sur tout.
Alors, déjà, le fait de les intégrer ensemble à une même table, c'est déjà beaucoup. Et je peux vous assurer que tout le monde est conscient. Ils ont leurs impératifs de rentabilité pour leurs entreprises, mais tout le monde est citoyen. Donc, ils sont conscients aussi des impératifs sociaux puis du respect de l'environnement. Je pense que vous allez entendre aussi les gens des différents modes là, vous parler de ça tout à l'heure. Oui, dans une minute, je pense. Monsieur Burton. Bonjour. On a parlé longuement ce matin du développement économique et en lien avec le transport. Et on a eu plusieurs illustrations assez lourdes de la congestion. Oui. Ma question est, est-ce que le schéma de logistique urbaine que vous avez présenté avec des plateformes satellites qui fait qu'on retrouverait moins de 53 pieds sur des carrés métropolitains, est-ce que ça existe dans l'agglomération de Montréal, ce schéma que vous avez présenté? Pas à ma connaissance. Donc, ce schéma-là est un peu comme le just-in-time et la chaîne d'approvisionnement, est né de la nécessité d'assurer l'accès des marchandises dans des centres-villes très restreints. Et donc, quelque part, cette nécessité a amené l'innovation. Alors, par contre, les principes sont extensibles. Hein. Ce qui a été fait au Japon, ce qui est en train de se réaliser en Europe, ce sont des principes intéressants. Et on pourrait s'en inspirer. Oui. Parce qu'on considère pour le moment que Montréal, la ville de Montréal n'offre pas de restrictions ou de contraintes. C'est encore ouvert en termes de transport. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai eu une surprise. Je crois que c'est l'an dernier. J'étais à un atelier sur le transport et on a parlé pas mal de transport des marchandises. Il y avait plusieurs présentations et il y avait une firme de New York qui faisait essentiellement ça, à l'échelle privée, mais c'était l'équivalent des concepts de logistique urbaine. Donc oui, dans des centres-villes très congestionnés, et il y en aura de plus en plus, ce sont des concepts intéressants. Oui. Madame Cinq-Mars. En fait, c'est peut-être une question en amont, mais je ne sais pas si ça rejoint un peu la préoccupation de madame qui vient de la Chine, là. Vous avez dit que dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement maintenant, c'est la demande qui génère la production en quelque sorte. C'est ce que vous avez dit. Mais justement, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'avoir des représentants des consommateurs soit dans votre groupe ou pour faire valoir, encore une fois, les besoins? Oui. Ou est-ce que ça se situe au niveau de chacune des entreprises? Alors, les entreprises, évidemment, ont adopté ces concepts de logistique parce que ces concepts étaient rentables. Donc, elles leur permettaient finalement de gérer leurs activités de manière beaucoup plus profitable. Donc, l'objectif de rentabilité, il est toujours là, mais les entreprises sont de plus en plus conscientes de la cohabitation. Du respect de l'environnement. Donc, quelque part, qu'il y ait des représentants citoyens dans des forums comme Cargo-M ou encore des événements organisés par Cargo-M, je pense que c'est souhaitable. Mais ceci dit, c'est le modèle des grappes industrielles. Il faut s'assurer d'abord que les acteurs collaborent entre eux pour pousser Montréal. C'est au bénéfice de tout le monde. Il faut voir que le transport de marchandises, on voit, comme je disais, on voit souvent les nuisances, mais en fait, c'est un moteur de développement. Et c'est important là, de faire en sorte que ce moteur-là fonctionne bien. Là. Juste une petite question oui. Complémentaire. Qui a pris, parce que je ne connaissais pas du tout ce domaine-là, et je vous remercie, j'apprends beaucoup, là. Qui a pris l'initiative de mettre en place Cargo-M? Je comprends qu'il y a eu un besoin qui a été une prise de conscience des mêmes besoins par différents acteurs, mais qui ultimement a pris la pôle pour dire, bien là, on se rassemble? On est du côté de la ville, je pense qu'il y a une réponse. Monsieur Carrette? Essentiellement, dans le fond, à notre connaissance, c'est le port de Montréal, dans le fond, sur la base d'initiative, de regrouper, dans le fond, les partenaires dans ce sens. Donc, c'est venu du port de Montréal. Oui. Merci. D'accord. Monsieur Brisset? Oui, alors je vais être très bref cette fois-ci. Écoutez, d'abord, j'ai beaucoup apprécié le commentaire de Mme Roy quand ça a été mentionné que 80% de la marchandise qui circule autour de Montréal ont destination dans la grande région de Montréal.
un thème qui est peu... Tout le monde pense que tous les camions vont de l'Ontario maritime et qu'ils n'ont pas d'affaires à Montréal. Et je suis content d'entendre finalement un peu une étude que je fais depuis plusieurs années, que le gros du transport de marchandises ont destination sur l'île de Montréal. C'est pour ça qu'on appelle Montréal la plaque tournante, parce que, comme vous avez si bien dit, ça touche tous les modes de transport. Ma question relève plus de la logistique des centres de distribution. C'est que souvent on entend, pour venir au centre-ville, ça devrait être des plus petits camions, les gros camions devraient rester à l'extérieur. Mais d'une autre part, je vois toujours qu'un gros camion remplace 20 petits camions. J'exagère évidemment, mais en quelque part, dans votre logistique de centre de distribution, où est-ce que vous en êtes avancé? Est-ce que vous retourner au concept de mettre tous les grands centres de distribution en périphérie et puis faire une autre façon de distribution, ou est-ce que, par exemple, les réseaux ferroviaires qui vont être discutés tout à l'heure, si on sort tous les cours de triage de l'île de Montréal puis on les met à côté de la frontière ontarienne, est-ce que ça ne va pas embrouiller les cartes sur la distribution de la marchandise qui est destinée sur Montréal? Alors ma question relève plus sur le fonctionnement des centres de distribution, où s'en est rendu. Bon, alors, ce qui est compliqué en logistique, c'est qu'il y a des principes généraux. Ce sont ceux que j'ai exposés. Donc, la consolidation des chargements. Donc, par exemple, vous avez raison quand vous dites, oui, ce serait plus profitable, on met juste des gros camions, puis on optimise. C'est vrai. Mais d'un autre côté, il y a des impératifs, il y a des problèmes d'accès ou de congestion qui font en sorte qu'on ne peut pas agir comme ça, dans certains cas. Alors, il n'y a pas de recette universelle, malheureusement. Et donc, chaque situation doit être évaluée. Donc, il faut utiliser justement les fameux outils de prévision dont je parlais pour voir quel est le contexte d'utilisation le plus approprié pour Montréal. Alors, ceci dit, les outils de prévision, ça nous donne de l'information additionnelle, mais qui est importante. À ma connaissance, on n'a pas toute cette information maintenant. OK? Mais après, il y a des impératifs politiques, sociaux, économiques, etc., qui font qu'on va plus ou moins adhérer à ce que les outils de prévision nous donnent. Mais il n'y a pas de réponse simple à votre question. Non, j'aimerais bien vous en donner une, mais c'est pas le cas. J'ai fait beaucoup d'analyses auprès de la QTR au tournant du siècle, après qu'il avait sorti un grand rapport d'origine-destination du camionnage à travers le Canada. Et puis, ce que j'ai réalisé avec cette étude-là, c'est de là où je suis venu à la même conclusion que Mme Roy, où la destination de la grande région de Montréal, c'est pour venir dans la région. Je vous remercie beaucoup. Merci. Mais juste pour faire un peu de pouce sur la question de M. Brisset, est-ce qu'actuellement, il y a des tendances dans l'utilisation de certains modes plutôt que d'autres sur l'île de Montréal? Tantôt, quand il parlait de centre de distribution, est-ce que on comprend que quand vous dites qu'il faut faire l'analyse par situation, qu'est-ce que c'est qu'une situation? Est-ce que on fait référence à un territoire? En fait, ce que je veux dire, c'est par exemple, si vous avez des scénarios dans la planification qui prévoient le développement de pôles logistiques. Alors, le développement de pôles logistiques et les bénéfices que peut en retirer Montréal doit être analysé, en fait, avec des outils de prévision. OK, donc pour chaque pôle. C'est-à-dire qu'on peut faire une analyse réseau. Qui tient compte des localisations possibles des différents pôles, qui tient compte de l'activité économique, de la demande, à Montréal et autour et au-delà, et ensuite d'en déduire, en fait, quels seraient les scénarios qui nous donnent les plus grands bénéfices pour la région. Et ça, qui commande ces études-là, normalement? Alors, ça, c'est toute la question. Donc, il y a des efforts qui sont faits au niveau de la province, par exemple, le ministère du Développement économique, Transport Québec. Il y a des efforts aussi au niveau du fédéral. Mais il faut voir que, à ma connaissance, ces efforts sont encore embryonnaires. Donc, la science est plus avancée que l'application qu'on en fait. OK, d'accord. Monsieur, voulez vous identifier? Oui, Daniel Bouchard, je suis responsable des campagnes de transport au Conseil régional de l'environnement de Montréal. Puis
Puis au cours de la dernière année, on s'est beaucoup posé des questions sur le transport des marchandises. On a rencontré à peu près tous les grands intervenants. Puis une question que je voulais vraiment poser, c'est ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a un peu une inefficacité parce que les différents modes sont subventionnés à différentes hauteurs. Dans chacun des modes, il y a toujours une voie, un véhicule, une voie puis un terminal. Puis on voyait que dans certains modes, on était plus subventionné. Est-ce que vous regardez ça? Comment on pourrait mettre sur un pied d'égalité les différents modes pour qu'on soit optimal dans les choix qu'on fait en fonction des distances? Alors, je vais être très franc avec vous. C'est une question que je n'ai pas étudiée. Je trouve qu'elle est délicate et elle demanderait d'être creusée. Donc, comment faire une utilisation, entre guillemets, optimale des différents modes, tenant compte que nous avons le réseau actuel. C'est une question, en fait, qui pourrait être étudiée avec les méthodes des sciences économiques. Et probablement la recherche opérationnelle pourrait donner des indices également, parce que la recherche opérationnelle va regarder l'utilisation détaillée dans le réseau. Hein? Là où l'analyse économique va regarder la demande, va regarder en fait les prévisions de demande, la recherche opérationnelle vient compléter avec une analyse détaillée du réseau. Alors, ceci dit, c'est une question très délicate. Je ne voudrais pas m'avancer et donner une réponse sortie du chapeau. Juste une question complémentaire. Il y avait aussi toute une question d'avoir accès aux données. Ce qu'on nous disait, la plupart des intervenants, c'est que c'était extrêmement difficile avec les différents paliers des juridictions d'avoir accès aux données pour être capable d'avoir un bon diagnostic. C'est qu'on parle beaucoup des actions à poser en fonction du diagnostic, mais le diagnostic n'est peut-être pas aussi efficace qu'on voudrait. Puis le diagnostic est en fonction des politiques et des subventions des différents modes. Fait que nous, on essaie de faire venir en amont pour dire ça serait quoi l'optimal. Fait qu'on a comme deux niveaux vraiment d'incertitude, c'est les données, puis c'est les subventions aux différents modes. Alors, sur cette question d'accès aux données, effectivement, c'est une question très importante. Parfois, ça limite l'application de nos méthodes scientifiques parce qu'il y a beaucoup de données qui sont gardées confidentielles par les entreprises. Et les entreprises ont leur raison, là, c'est tout à fait légitime. Nous, ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de voir avec les différents partenaires, que ce soit les autorités portuaires, aéroportuaires, Transport Québec, Transport Canada, et les entreprises. Donc, par exemple, avec le CN, juste pour le nommer, l'Université de Montréal a une chaire en intermodalité des transports qui a démarré ses activités cette année. Donc, on essaie de travailler de très près avec les partenaires pour justement pousser un peu cette question d'accès des données. Mais c'est une question très délicate. Donc, vous faites bien de la soulever, là. Elle limite l'application de nos méthodes scientifiques. Oui. On pourrait y revenir tantôt peut-être avec chacun d'entre eux. Moi, j'aurais une dernière question pour vous. Puis si vous n'êtes pas l'interlocuteur pour y répondre, dites-le moi, je reviendrai auprès des autres panélistes. Ce matin, quand on a parlé de développement économique, je pense que c'est monsieur Lefebvre du Conference Board du Canada qui a dit comment c'était important d'être, pour la ville, entre autres, d'être à l'affût des besoins des grappes. C'est peut-être Mme Juncker-Deneau qui en a parlé, et entre autres au niveau du transport des marchandises. Alors, est-ce que, à votre connaissance, il existe un lien entre les différentes grappes à Montréal et peut-être des organismes comme le vôtre pour qu'on soit en mesure de tenir compte, d'abord identifier leurs besoins et tenir compte de leurs besoins en matière de transport des marchandises pour leur permettre d'optimiser leur rendement? Alors, la réponse est oui. Faut quand même réaliser que Cargo Montréal vient tout juste de démarrer. Cependant, il y a déjà plusieurs activités intergrappes qui ont eu lieu, en tout cas des contacts. Donc, entre le directeur général Mathieu Charbonneau, Mme Vachon également, qui est présidente du CA, ils ont fait plusieurs contacts avec les autres grappes industrielles. Et ça continue. Donc, ça fait partie, en fait, de la mission de Cargo Montréal. C'est de faire ces liens avec les grappes. Évidemment, il y a un intérêt au quotidien là, de voir le fonctionnement, mais effectivement, les besoins en transport de marchandises pour les autres grappes industrielles, ça fait aussi partie de la mission de Cargo Montréal. Ouais. D'accord. Alors, si vous voulez bien, on va s'arrêter pour une quinzaine de minutes et puis on va reprendre avec nos panélistes. Vous allez
Merci à M. Gendron. Mon Dieu. Ouais, ça valait la peine. C'était très intéressant. C'est vous qui avez.